Un premier amour à 18 ans, une balade en forêt, l'envie d'apprendre à se connaître et vient la question de «Et toi, tu veux faire quoi plus tard?» Notre invité du jour sait ce qu'il veut faire, parler et monter sur scène. C'est son rêve et il compte bien le réaliser. Cependant, sa copine ne voit pas cette activité du même œil et lui dit «Quoi? Mais tu te rends compte? Combien de chômeurs pour un des proches?» Privilégiant son amour d'alors, notre invité décide de changer sa vision des choses et de poursuivre une vie plus normale. Il fait une licence d'histoire qu'il arrête pour une femme et finit par intégrer Subdeco à Toulouse. Malgré un job dans l'audit, dans le domaine de la pub, puis plusieurs créations d'entreprises, notre homme d'affaires n'est pas épanoui. Il aime écrire, c'est sa raison d'être, et il comprend vite que, lorsqu'il fait quelque chose qu'il aime, il réussit. C'est à 40 ans qu'avec beaucoup d'audace, il envoie un message à Michel Larocque avec son premier one-man show à Mon cher moi. S'ensuit des TED Talks, des émissions télévisées, des bouquins. 2020, c'est son pseudo. Ne s'arrête plus de parler, de vivre son rêve de jeunesse, monter sur scène. Début février, je prends contact avec cet homme qui, dès les premières minutes de notre échange, me met à l'aise, me donne de nombreux conseils pour ce podcast et accepte d'être présent aujourd'hui. Bonjour Cyril, quel plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans Avenir Dirigeant. Bonjour Carla, c'est tellement bien présenté, ça fait plaisir. Merci. Est-ce que d'abord tu as une présentation en plus à faire ou c'est bon? Oh non, tu sais, des petites coquetteries, c'est que tu as dit ma licence d'histoire. En fait, je suis pas allé au bout de ma maîtrise d'histoire, mais j'ai eu la licence. Bon, c'est pas dingue, Ok, mais tu sais, c'est déjà très bien. quand on a peu de diplômes, on y tient. Ok, ça Non, le marche. reste, c'est assez marrant d'entendre un portrait qui commence par ça, c'est rigolo. Joli storytelling, Carla, bravo, bien joué. Merci beaucoup. Donc, dans un de tes TED Talks Paris, tu as Mhm, dit d'un test qui consistait à écrire 10 choses qui sont essentielles pour nous et les comparer. Chez mhm, toi, ça a été l'écriture et tu t'es rendu compte donc d'une corrélation directe avec ce que tu aimais faire, donc en l'occurrence l'écriture, et ce dans quoi tu réussissais, c'est-à-dire des projets ou métiers dans lesquels tu devais écrire. D'où mhm. te vient cette passion d'écrire? Ah, d'où elle me vient, j'en sais rien du tout. C'est commencé vraiment très petit, hein. Je crois que ma mère a retrouvé des vieux cahiers, je devais avoir 4 5 ans, hein, tu sais, avec des écritures moches et tout, avec des dessins autour. Et donc j'étais fils unique, donc il fallait bien que je m'occupe. Donc j'écrivais des histoires tout le temps. Et puis c'était la matière que je préférais, et puis c'était le cours de français, l'histoire, la philo, toutes les matières littéraires. C'est là que, voilà, chacun ses trucs, moi c'était ça. Et puis après, avec la vie, tu fais d'autres choix sans faire exprès ou exprès, tu fais des écoles, des trucs qui t'éloignent parfois de ton goût principal. Mais moi, c'est l'écriture. Et le test dont tu parles, que je refais tous les 2 ans, Ok. que les gens devraient faire, en fait, c'est assez simple. Tu mets les 10 choses qui sont essentielles pour toi. Tu fais une liste de 1 à 10 des 10 choses qui sont essentielles pour toi dans la vie. Et puis, tu compares la 1 avec la 2 et tu barres celle qui est moins essentielle que l'autre. Et puis après, tu compares la 1 avec la 3 si c'est la 2 qui a été barrée. Et puis, ça se trouve, la 3 est plus importante que la 1. Donc, tu gardes la 3, tu barres la 1. Puis, tu compares la 3 et la 4. Et si tu fais l'exercice franchement et honnêtement, à la fin, tu as, ce qui est essentiel pour toi. Et puis, tu mets cette réponse de côté, puis tu le refais avec les 9 qui restent. Et tu le fais 3 fois. Et comme ça, tu as les 3 choses les plus essentielles pour toi. Ok. Il faut le refaire tous les 2 ans parce que parfois, ça change. Ouais, c'est évolutif. Mais ouais, mais quoi qu'il arrive, moi, ça revient toujours un peu. Toujours, j'ai besoin de m'exprimer, de transmettre, de faire rire, de faire réfléchir. Ça tourne autour de ça. Ok. Ok. Mhm. Et je ne sais pas comment ça se passe, les sélections, enfin, s'il y a des sélections pour participer au TED Talks en tant qu'intervenant. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce processus, comment tu es passé de directeur d'agence de production et de communication, entre autres, à intervenant sur une des plus grandes scènes de talk show? Écoute, je sens que tu as envie de faire un TED Talk, Carla. Je sens que tu Ouais. veux passer sur scène, d'être à la lumière. Alors, il y a 2 choses. Il y a mon cas et puis le cas général. Je commence par mon cas, ce qui est un peu à part, c'est-à-dire que quand le fondateur de TEDx Paris, Michel Lévy-Provençal, a créé TEDx Paris, la première occurrence est en 2009, dans une petite salle à la cantine de Paris. Moi, j'étais un blogueur qui revenait des États-Unis avec un peu d'audience, si tu veux. Donc, on s'est contacté, il m'a demandé de venir parler. J'ai parlé devant 12 personnes dans une petite salle. Il y en avait d'autres devant 8 personnes, d'autres devant 40. C'était petit, quoi. Mais on était là à la première. Donc, quand il a fait la vraie grande première en 2010, comme c'est un gars bien et un gars fidèle, il m'a proposé de faire la clôture,
puisqu'aux États-Unis, dans le TED original, il y a toujours une clôture un peu humoristique de quelqu'un qui Ouais, synthétise. Bah, j'ai accepté. J'ai eu peur, mais j'ai accepté. C'était à l'espace Pierre Cardin. Et ça s'est très bien passé, j'ai adoré. Et du coup, il m'a redemandé en 2012. Donc, j'ai refait la clôture en 2012 et puis rebelote en 2014. Mais c'est plus une amitié, fidélité qu'un processus de sélection rigoureux. À côté de ça, il y a un processus de sélection assez rigoureux, puisque pour les avoir vus de près, nos amis de Brightness, qui est donc la boîte de Michel et Nawel, bah, ils sourcent toute l'année, ils regardent, ils voient les vidéos, ils lisent les articles, ils écoutent les suggestions, ils ont une équipe qui est toujours en alerte, qui est attentive à la nouveauté. Et ok. puis, quand ils voient quelqu'un qui sort du lot, ils le contactent, ils se rencontrent. Puis après, il y a toute une part de formation aussi, parce que c'est pas parce que tu fais des choses que tu sais bien les dire, ou que, en tout cas, il faut apprendre un peu à les dire. Donc, il y a tout un accompagnement qui fait qu'à la fin, ça donne un truc un peu spécial. Voilà le processus général. Pour ça, il faut dire ou faire quelque chose d'un peu à part, quoi, Ouais, d'une faut se manière ou d'une autre. démarquer. Il faut se démarquer d'une manière ou d'une autre, pas besoin de Oui, faire des claquettes, mais au moins faire quelque chose qui donne envie aux gens, qui donne l'inspiration. ok. Donc ça, c'est ton côté TEDx Paris, mais tu as aussi pu écrire ou coécrire des bouquins, des pièces de théâtre, des émissions télévisées. En effet, Mhm. on a pu te voir sur France 5 avec l'émission Le 20-20 heures, Le Grand Web, etc. Est-ce que Mhm. tu peux nous parler de ton métier d'animateur, de ces émissions et si tu étais seule à écrire ou aider? Et Mhm. enfin, si tu avais des contraintes de sujet, de temps ou d'invité. Oula, alors attends. Le grand Webzé, donc on dit Webzé, le grand web Oui, c'est rigolo, mais c'est web. C'était inspiré d'un titre d'un show qui s'appelait Le Grand Mezzé, qui qui se faisait au théâtre et qui était présenté par François Rollin et Édouard Baird. Et nous, on a repris la version en télé-web, c'est pour ça que ça s'appelait Le Grand Webzé, et j'étais avec François Rollin. Je remplaçais Édouard Baird sur la partie télé-web. Euh, Aucune contrainte, cette émission était folle. C'était mensuel sur France 5 à 23h40, autant dire que peu de gens l'ont vu. Difficile de créer une fidélité à cette heure-là, à ce rythme-là sur cette chaîne-là, mais en tout cas, c'était une expérience incroyable. Et le 20-20 heures, après, c'est autre chose. C'est pas du tout écrit seul, hein. C'est un énorme travail d'équipe, comme on dit. Alors, j'étais quand même auteur sur l'émission. J'écrivais mes textes, mais il n'y avait pas que mes textes. Il y avait des scènes de fiction dans l'émission, il y avait des reportages, des journalistes qui écrivaient. Le réalisateur Henri Poulain écrivait aussi avec moi. Donc, je n'écrivais pas tout seul du tout. On était une super équipe. Ça a duré un an. On a fait 30 épisodes, je crois. Et puis après, le directeur de la chaîne a changé. Donc, le programme a changé. Nous sommes ok. partis. Voilà. Et est-ce que justement, tu as une anecdote à nous raconter, que ce soit en tant qu'animateur télé, radio ou même sur scène? Une anecdote, non, j'en ai mille, Carla. Mais Oui, j'imagine. il faut cibler. Alors, quelle anecdote de quoi? En radio, j'ai bien aimé faire sur Europe 1, j'ai fait avec Giroud. Je sais pas, tu vois pas qui c'est Giroud, Carla? Non, Non, mais non, bien sûr. C'est un entraîneur de foot français, mais qui a plus de 80 ans, mais qui est une légende dans le métier. C'était une émission qui était présentée par Laurent Guimier et on faisait l'Euro 2012. Tiens, putain, 10 ans, ok. Ou 10, non, 12. Et c'était assez fun comme animation de radio. Moi, j'étais sniper parce que je connaissais un peu le foot et j'étais avec Giroud, qui est un sacré coquin. Anecdote télé, bah, le 20-20 heures à chaque fois, et c'était un truc de fou. Je peux te dire que mon invité qui m'a fait le plus rire, c'était Arnaud de Samer. C'est un humoriste impossible de résister. Voilà. Pourtant, je suis capable hein, de tenir, mais lui, c'était vraiment le plus c'est grand, compliqué. plus compliqué. Il te détruit avec un petit regard. C'était vraiment à mourir de rire. Des anecdotes, non, j'en ai trop, il faudrait refaire un podcast entier. Ça On s'appellerait fera un Anecdote. podcast que sur les anecdotes C'est de ça, Cyril. Anecdote de Carla. Voilà un concept. Avec ça, tu pourras faire un TEDx. Ça va, je vais y réfléchir, je vais commencer à écrire. Voilà. Très bien. Plus récemment, tu t'es mis à faire une série sur LinkedIn que tu appelles la Miracle Morning. C'est un sujet qui est aussi abordé sous le même nom dans le livre Miracle Morning d'Hal Elrod. Donc, j'imagine que c'est avec ce livre que tu as décidé de faire cette routine très matinale. Peux-tu nous Mhm. expliquer d'où t'es venue cette idée de partager ça sur ton LinkedIn, enfin cette série? Et pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que tu proposes au travers de ces épisodes entre 2 à 5 minutes? Alors déjà, ce qui est drôle, mais c'est très gentil, c'est d'appeler ça une série.
Il y en a Alors que, beaucoup. oui, c'est vrai. Non, mais tu as raison. Étymologiquement, c'est une série parce qu'il y en a déjà 130 et quelques. Mais pour moi, j'y vois tellement. Tu vois, une série, c'est Game of Thrones. Oui, Tu vois, moi, je prends mon iPhone avec ma tête dans le cul du matin, les cheveux défaits. Ça n'a de série que la régularité, mais et encore. Mais bon, c'est gentil. Alors, Miracle Morning, oui, ça vient du nom de ce bouquin, parce que ce qui m'a fait rire, c'est le succès de ce livre, justement, dont le message principal est pour vivre heureux, il faut se lever 2 à 3 heures plus tôt, quoi. oui. Ce qui est fou, le mec qui a fait fortune avec ça. Donc, moi, c'est plutôt du deuxième degré, ça me fait rire, quoi. Parce que moi, si tu me lèves à 4 heures du mat, je vais pas vivre heureux, quoi. Je vais vivre malheureux avec la tête dans le fion, pardon. Les Non, on fait pas ça. cernes Les énormes. cernes et tout, ouais. Mais ça me fait rire. Donc, Miracle Morning, ouais, c'était un clin d'œil. Pourquoi je l'ai faite? Parce que bon, j'aime bien. Parce que LinkedIn, quand j'ai commencé il y a 3 ans, je trouvais ça un peu froid, un peu aseptisé. Toujours tous les mêmes messages. C'est soit des gens qui se félicitent eux-mêmes d'avoir un nouveau job, d'être dans le journal, d'avoir eu la Légion d'honneur ou d'avoir levé 100 millions. C'est génial, hein. En plus, c'est le lieu pour ça. Donc, je ne vais pas me plaindre. J'ai qu'à pas y aller. Mais j'avais envie de, je sais pas, foutre un peu un chien dans un jeu de quilles, quoi. Ouais, J'ai toujours fait ça. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, hein. On dit, ça y est, ça devient TikTok, LinkedIn. Mais bon, on n'est plus en même temps, on n'est pas 20 000 à faire des vidéos comme ça. oui, Donc, ça va. Et puis, j'essaie toujours de quand même garder un lien avec le boulot. oui. J'essaie toujours un peu de parler quelque chose du travail. Donc, je ne suis pas totalement déconnecté de LinkedIn. Et puis, ceux qui n'aiment pas, tant pis, c'est la vie. Et On pourquoi? peut pas Bah, je plaire fais à tout le ça monde, hein. pour m'exprimer, parce que je pense que l'expression, c'est la clé. L'expression de chacun, par écrit, par oral, par pâte à modeler, par ce que tu veux. C'est vital. Et moi, si je ne le fais pas, je m'ennuie, je meurs. Donc voilà, j'ai trouvé un canal. Et il se trouve qu'avec ces vidéos, j'ai quand même vendu une dizaine de conférences, parce qu'il y a des gens que ça fait marrer. Il y a des patrons qui voient ça et qui se disent, tiens, je veux ce gars-là à mon gala. Et puis voilà. Donc ça vaut le coup, quoi. Mais bon, je fais pas ça pour ça. Je fais ça Ouais. pour me marrer, quoi. Et du coup, tes conférences, c'est des conférences de quoi? Parce que ça, je me suis pas renseignée. Non, je vois ça. Écoute, c'est pas grave, c'est parce qu'il y a plusieurs sujets. Mais le sujet, il y en a deux, deux sujets. Trois. Le premier, c'est l'impact de la technologie sur l'humain. Donc, d'un point de vue humoristique, hein, mais c'est toujours sur un fond sérieux. Ouais, Donc là, il y a de quoi dire, tu vois, l'intelligence artificielle, la robotique, tout ça. Qu'est-ce que ça va changer pour nous? C'est une conférence. La deuxième, c'est sur le storytelling, c'est comment on écrit des histoires intéressantes pour différents médias. À part le cinéma, j'ai fait les autres médias, donc ça m'a donné tout un tas d'échecs et de réussites et de divers, voilà, visions du sujet. Que j'aime bien faire une conf là-dessus ou des ateliers. ouais. Et le dernier, ce sont surtout des ateliers d'expression, justement, d'expression et d'improvisation. Je vais dans les boîtes où je prends, je sais pas, une dizaine de personnes pendant une journée. Et je les passe de personnes stressées à l'idée d'ouvrir la bouche à personnes tout d'un coup ayant envie d'acheter un chevalet, et de faire de la peinture ou de se mettre à travailler le bois ou prendre un cours de théâtre, de se sentir mieux à s'exprimer, justement. C'est Voilà, trop bien. la palette. Ok, ça marche. J'ai vu au cours d'un Pentalive que tu as parlé de l'ESG washing. Donc, si j'ai bien compris, c'est l'impact d'une entreprise sur l'environnement, le côté social et la gouvernance. Et ça me fait penser à un sujet qu'on aborde beaucoup chez Adinvest, qui est la RSE. Comment tu envisages cette réglementation et qu'est-ce que tu essayes de faire au quotidien ou dans ta carrière professionnelle, du moins, dans cette démarche? Caroline, t'es vraiment trop, trop sympa. Euh, alors, il y a deux choses. D'abord, bravo d'avoir placé le nom d'Adinvest. Il était temps, parce que c'est quand même un podcast qui vient d'Adinvest. Il faut placer le sponsor à l'américaine. This program is brought to you by Adinvest, que je salue. Ensuite, quand je parle de l'ESG washing, alors le washing, ça veut dire justement les gens qui en font trop sur un sujet, qui manipulent un sujet pour faire bien. Tu vois, on parle de pink washing quand tu parles trop de ceci, machin, green washing d'environnement, Ouais, ESG washing. Alors, l'ESG, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme le RSE, c'est Environment, Social Governance, c'est un label qui maintenant oblige les entreprises à faire attention à ce qu'elles font, pour résumer. Que ce soit dans la façon de produire, de diriger, de faire du business, pour que ce soit écologique, pour que ce soit socialement juste, pour que ce soit responsable, blablabla. Justement, pour éviter le blablabla. Moi, ce que j'essaie de faire.
dans Pentalog, c'est avec le patron qui a cette même philosophie, c'est qu'on ne va pas faire du washing, justement. Soit on ne fait pas, soit on se tait. Ça Ouais, sert à rien, c'est trop de travail, c'est trop d'investissement, trop de promesses qui peuvent être déçues. Donc, il faut surtout pas se lancer dans des projets comme ça si c'est foireux, si c'est pas honnête. Donc, on a créé un projet honnête. On a créé une mission qui est le Positive Tech Impact. Le but, c'est de cette boîte est un impact positif. Donc voilà, on le dit et puis on le fait. Alors, on le fait comment? Bah, pas toujours parfaitement, parce que les boîtes, elles ne peuvent pas du jour au lendemain devenir vertueuses, mais en tout cas, on essaye. Donc, oui, il y a une vraie conscience de l'équité, par exemple, c'est un des 5 piliers, où dans cette boîte, il y a à peu près 50% de femmes, donc ça, c'est pas mal. L'environnement, ils y travaillent à la tech, c'est pas simple, mais ils travaillent. L'intégrité, ça, c'est un vrai sujet. Et là, il y a un vrai effort qui est fait, puisque c'est une boîte qui choisit ses clients. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec les gens du jeu, les gens du porno, les gens de l'armement, les gens, tu vois, il y a ouais, c'est une sélectif. perte sèche de chiffre d'affaires à être vertueux. Donc, c'est un vrai coût. Voilà, ce sont des exemples comme ça. Donc, moi, je milite, enfin, je milite dans mon petit coin, mais c'est une boîte sérieuse, c'est-à-dire qui ne promet pas plus haut que son cul, si je puis dire. Ok. Et je pense que si tu fais ça, c'est pas bien. Donc, ça se Mm. voit, ça se sent, les employés sont pas contents, tout le monde n'est pas content. C'est ça mon ESG, not washing. Ok, très bien. Et récemment, tu as repris à écrire ton blog 20 sur 20 peut mieux faire, à publier un article tous les mardis. Est-ce qu'écrire sur ce blog t'avait manqué? Et qu'est-ce que ce blog t'apporte de plus comparé à écrire sur tes autres réseaux? Oui, en fait, c'est écrire qui m'avait manqué. C'est-à-dire que écrire, c'est un muscle. Moi, j'écris depuis donc tout petit. Et là, j'ai traversé des années un peu plus compliquées, comme tout le monde, hein, mais Covid et tout, Ouais, perso, tout ça, et j'avais perdu le mojo de l'écriture. Et, mais c'est un truc qui restait tout le temps, qui était là. Et j'aime pas me. Faut pas trop se forcer, parce que j'en attends rien vraiment. C'est vraiment de l'expression, ce que je disais tout à l'heure, l'importance de l'expression. Ça devrait être presque obligatoire, pousser les gens à cracher quelque chose, s'exprimer. Donc j'ai rouvert un blog sur Substack, une nouvelle plateforme, ça aurait pu être sur n'importe quoi, j'ai besoin d'écrire. Et ce que j'aime bien, c'est la récurrence, c'est-à-dire un tout petit peu quand même de s'obliger, parce que je sais maintenant dans ma tête qu'il faut que je sorte un article tous les mardis, et donc ça m'oblige à être un peu en éveil sur le monde, alors que sinon, bah, tu n'es pas obligé, tu peux juste grossir un peu, tu vois, et puis ouais. ou plus devenir un bon pepper qui écrit plus, puis qui fait plus. Non, moi j'aime bien rester en alerte. Alors c'est pas toujours fantastique, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'écrire. C'est plus le geste, c'est le voyage plus que la destination. Oh, c'est beau. Ouais, je sais, je sais. Et tu as eu des échecs au cours de ta carrière professionnelle, comme tout le monde. Est-ce que Ouais, tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs pour justement pas se morfondre et se dire, oh là là, je suis trop voilà. nulle. Les conseils, ça, les conseils. J'ai déjà comme conseil, je donne surtout donne pas de conseils parce que qui suis-je? Qui suis-je pour donner des conseils? Alors des échecs, ouais, j'en ai un paquet, ouais. Ouais, j'estime à 50-50, tu vois, c'est comme dans le Ok. jeu. La moitié de ce que je fais a foiré. Mais c'est pas mal parce que l'autre moitié rattrape. Ouais, Mais je sais pas, j'ai pas de conseils. Juste moi, j'y n'attache je suis pas une importance majeure. Comme je te disais, je préfère l'aventure, le voyage, l'intensité de ma vie. J'ai très peur de regretter. Donc, quand je serai vieux, je pourrais plus bouger, je serai là, ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ah oui, mais c'est trop tard, papy. Ouais, mais je sais, mais bon. J'ai tellement cette angoisse que du coup, je fais tout. Alors parfois trop, mais. Et donc, je sais pas, quand je dis aux gens, c'est quoi ton risque? Je l'ai dit dans mon TEDx, mais je le maintiens, c'est mon mantra. C'est quoi ouais, ton risque à faire le truc? C'est quoi le problème? Et si tu creuses vraiment, tu t'aperçois qu'il n'y a pas vraiment de vrai risque. Il y a plein d'excuses. Il y a plein d'excuses d'ailleurs qui sont entendables, valables. Parfois, c'est souvent un problème d'argent. J'ai ma vieille mère qui est malade, je peux pas partir. J'ai mon truc qui est là, j'ai mes enfants. Ouais, 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 je sais, on a tous ça, mais à la fin, si tu veux vraiment faire ton truc, organise-toi. Je dis pas que si tu veux, tu peux. Ça, c'est trop simple. Mais donc, ouais, voilà, je sais pas, j'ai pas de conseils, juste j'y vais. Voilà, je suis en ouais. train d'écrire un livre. J'en chie un peu, mais je sais que je vais le faire. Je sais qu'il va aller au bout. Je sais pas quand, mais il va y aller. Pas de Euh, regret. non, je réfléchis à peut-être remonter sur scène, mais je suis pas encore sûr. Mais ça me travaille. Pourtant, j'ai eu des échecs sur scène, hein. J'ai eu un échec, une réussite et un semi-échec. On pourrait dire, bon, bah, c'est pas génial. Ouais, je sais pas. Mais en fait, je m'en fous, c'est l'aventure qui est Ouais, top. J'adore monter sur scène, j'adore tu fais ce que l'ambiance. t'aimes et c'est bon.
Ouais, c'est trop bon, quoi. Et ça va trop vite, ça, tu vois. En 3 ans, l'IA va nous remplacer dans tout, donc Ouais, t'as intérêt à te réexprimer toi, parce que sinon, on ne verra plus, quoi. ça c'est sûr. Et tu l'as déjà dit dans un TEDx, mais Mhm. pour nos auditeurs, quelle est ta plus grande fierté professionnelle? Euh, je sais plus ce que j'ai dit dans le TEDx, mais je crois savoir. Fierté? Alors, fierté, c'est d'être monté sur scène au théâtre. Parce que ça, c'est vraiment, waouh, C'était c'est ça. chaud, quoi. Ah bah, tu vois, je suis cohérent. D'abord parce que c'était mon plus vieux rêve, et surtout que c'est le plus gros défi. Parce que tu es là, tu es tranquille, enfin tranquille. Tu es entrepreneur, tu es salarié, tu es bien, tu es au chaud, puis là, tu vas vraiment te confronter à la vraie vie. Parce que là, quand ça arrive pas, hein. Quand tu as des yeux devant toi qui sont là, et puis que ça bouge pas, qu'il y a un mec qui dort, un mec qui s'en va, l'autre qui comprend rien, un chien qui hurle, la pluie qui tombe, le toit qui tombe, tout. Tu rentres chez toi, tu dis, mais pourquoi je fais ça? Bon. Et puis il y a les soirs où c'est magique, et là, tu dis, ok, j'ai pigé, c'est là que ça se passe. Un cliché, hein, mais c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je vais y retourner. C'est que c'est un shoot que j'ai jamais eu ailleurs, un shoot naturel. Donc il y a ça. Après, dans les joies, il y a eu la rencontre avec John Cleese, le Monty Python. Voilà, c'est le plus beau jour de ma vie professionnelle. C'est les Monty Python, tu connais pas non plus, Non. Carla, tu es trop jeune, mais il va falloir, moi je vais te faire la liste des trucs à rattraper, hein. Mais c'est un groupe de comiques anglais qui m'a inspiré toute ma vie. Et donc j'en ai rencontré un d'eux, alors que quand j'avais 13 ans, j'ai rêvé de l'un d'eux et je l'ai rencontré quand j'en ai eu 30. Donc c'était un Oh, peu comme si tu veux être musicien et que tu rencontres Coldplay, quoi. T'es là, ouais, waouh! Donc ok, voilà, c'est mes trop deux jours. bien. Ouais, trop bien. Et quelle est ta relation au mentorat? Est-ce que t'as déjà eu des mentors ou même été mentor? Voilà, retour au corporate, Retour bien sur joué, Adinvest. Carla. Euh, j'ai eu une mentor, c'est Michel Larocque, tu l'as cité, Oui, parce que elle n'était pas obligée de m'aider. Elle a juste aimé mon texte et je pense qu'elle a aimé la démarche que je lui demande, en toute audace, d'être ma metteur en scène, parce qu'elle n'avait jamais mis en scène avant, donc elle y est allée par curiosité, puis elle m'a aidé vraiment sans compter, sans se faire payer d'ailleurs. Heureusement, parce qu'on n'a pas gagné beaucoup. Mais elle a quand même donné 6 mois de sa vie, 2 jours par semaine, à m'accueillir chez elle avec son assistante pour travailler ma pièce avec générosité. Elle m'a ouvert sa boîte de prod, elle m'a donné des conseils. Elle a quand même joué, elle, pendant des années au théâtre, notamment avec Pierre Palmade, avec Muriel Robin et tout ça. Voilà, j'ai vraiment adoré. Chaque jour était une leçon. Elle m'a appris, et c'est ouf, quoi. Et le tout avec générosité et gentillesse. Donc, une vraie mentor. Après, j'ai eu des boss, des managers assez impactants. Je ne dirais pas que c'était des mentors. C'est plus voilà, des modèles ou des généraux, quoi, des gens à qui tu obéis parce que tu es bien. ok. Ouais, Merci beaucoup Cyril bah, je t'en pour prie. tes paroles, d'avoir Ouais, accepté d'être là avec moi ce matin. ouais, c'est un plaisir. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Où on peut te retrouver du coup? Parce qu'on a Oh parlé de là, tes réseaux sociaux, mais le nom. partout. Bah, Cyril de la Stérie sur LinkedIn, 2020 Original sur Instagram, 2020 sur Twitter, Cyril de la Stérie sur Facebook. Puis tu tapes mon nom sur Google, tu vois les vieilles photos des années 12, tu Oui. pleures. Allez écouter les TEDx, ils sont très très bien. Ah ouais, l'été dit que c'est sympa. Ça me l'a Ouais, pas dit. sur YouTube. Ouais, C'est très cool. Super. merci. Nous concernant, vous pouvez nous retrouver sur Adinvest International sur LinkedIn et sur YouTube. Et le podcast, vous pouvez le retrouver sur Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ouais, c'est bien ça.